La santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé. Je m'excuse par avance de tout éternuement ou reniflement intempestif. Cela fait quelques jours que je bataille avec le rhume, que j'espère en majorité avoir vaincu à grand renfort de mouchoirs et à l'aide de médicaments conseillés par mon pharmacien. C'est ma stratégie, mon réflexe de soin pour le rhume, entre autres parce que c'est ce dont j'ai l'habitude. Mais cette stratégie par défaut est-elle la même pour tous, partout ou de tout temps ? Bonjour et bienvenue dans Demain la santé. Aujourd'hui, nous parlons de médecine traditionnelle. Pour cela, je suis accompagnée par Claire Harpet. Claire Harpet, bonjour. Bonjour Juliette. Vous êtes anthropologue, ingénieure de recherche au sein de la chaire Valeurs du soin de l'université Jean Moulin Lyon 3. Claire Harpet, quand on parle de médecine traditionnelle, on parle de quoi ? Vaste et nécessaire question que celle-ci. Alors j'aime bien revenir pour démarrer sur le mot même de traditionnel, de tradition, qui souvent est mis en opposition avec le terme modernité, et que les anthropologues, sur lesquels les anthropologues se sont beaucoup arrêtés parce que cette dichotomie crée bien sûr des ruptures, des séparations, et a entraîné beaucoup d'amalgames et d'incompréhension. Donc souvent démarrer par le questionnement sur le terme même de tradition permet de mieux comprendre le thème de médecine traditionnelle lui-même. Et il y a notamment un auteur qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui est Jean Pouillon, qui a écrit un travail sur tradition précisément, et qui montre bien à quel point finalement nous sommes tous, y compris nous, les modernes entre guillemets, des peuples de tradition, et qu'en fait, en réalité, la tradition, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a rien de figé, de statique, de rigide, mais qu'au contraire, elle s'inscrit dans un mouvement perpétuel, et que c'est précisément parce qu'elle arrive à s'adapter à tous les contextes sociaux qu'on parle de tradition. Sinon, elle disparaîtrait. Et donc, il insiste sur le fait, et je me mets à ses côtés je le rejoins dans sa définition, c'est-à-dire qu'il parle de devenir tradition. Donc, la tradition est constamment elle-même en évolution et en adaptation avec le contexte social dans lequel elle s'inscrit. Donc les médecines traditionnelles seraient des médecines qui ont une histoire peut-être un peu plus longue que la médecine que l'on considère comme classique aujourd'hui ? Absolument, on pourrait même dire, si on voulait pousser le trait, que notre biomédecine est elle-même une médecine de tradition, mais qu'on l'a oubliée ou qu'on ne veut pas forcément le voir. Mais notre biomédecine est aussi une médecine de tradition parce qu'elle est pétrie de tout ce qui fait notre histoire médicale. Et cette médecine classique, actuelle, je ne sais pas nécessairement comment la qualifier, c'est peut-être aussi la question suivante, que l'on rencontre aujourd'hui en France. Est-ce qu'elle cohabite avec des médecines traditionnelles ? Alors, elle cohabite, mais elle est rendue totalement invisible. Et très souvent, on s'aperçoit que les patients ne pratiquent pas, ou en tout cas ne vont pas s'ouvrir à une médecine, mais à une pluralité d'approches thérapeutiques. Mais qu'en revanche, cette pluralité-là, elle n'est pas déclarée, elle est discrète. On entend souvent des personnes dire « j'ai été voir mon rebouteux en parallèle de son médecin traitant ». Mais en revanche, ce n'est pas dit auprès du médecin traitant. Et c'est là probablement qu'il y a une rupture entre ce qui fait notre histoire médicale et la médecine d'aujourd'hui. Alors, pour être plus précise, j'ai particulièrement travaillé dans les outre-mer françaises plus que sur le territoire métropolitain, où on a une histoire qui est effectivement très prégnante et très forte, et qui nous permet peut-être
de tirer un peu plus les traits et de voir dans quelle mesure ces deux médecines, donc celle dite traditionnelle et la biomédecine importée par la colonisation, sont en opposition, en tout cas l'ont été, durant toute la période coloniale et jusqu'à peu de temps encore, puisque l'OMS n'a reconnu la médecine traditionnelle, plus exactement les médecines traditionnelles, qu'en 2013, et qu'aujourd'hui, cette organisation mondiale de la santé va même jusqu'à promouvoir ce qu'elle appelle une classification mondiale de la médecine traditionnelle. Donc on voit bien qu'on est dans un véritable tournant de la reconnaissance de ces médecines plurielles. Et donc en Outre-mer française, on voit cette évolution, comment les choses se sont mises en place, où se situent les ruptures, et jusqu'à aujourd'hui, où se situent à présent les reconstitutions, les adaptations, les reconnaissances. Donc là, on est véritablement dans une nouvelle phase, si je puis dire, même si cette phase n'est pas facile à mettre en place, parce qu'après un siècle, voire plusieurs siècles de déni à l'égard de ces médecines plurielles, de ces médecines que la Plantine appelait notamment les médecines relationnelles, eh bien, c'est très très difficile aujourd'hui de rattraper du temps probablement perdu. Si on devait prendre un exemple d'une outre-mer en particulier, la Polynésie française, on est face à une médecine donc de tradipraticiens qui a été interdite pendant presque un siècle et demi, mais qui pour autant est restée pratiquée mais cachée. Et aujourd'hui, ce serait, je pense que cette outre-mer française est véritablement un exemple de renouveau d'une médecine qu'ils appellent une médecine intégrative, c'est-à-dire une médecine non pas seulement complémentaire, parce que complémentaire laisse encore entendre qu'il y a une médecine qui, entre guillemets, est supérieure à l'autre médecine, mais une médecine intégrative, c'est-à-dire une reconnaissance de la médecine traditionnelle accolée, adaptée avec la médecine moderne, la médecine occidentale que l'on connaît. Cette reconnaissance va jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'était en 2019, jusqu'à donc la création d'un poste de tradipraticien à l'hôpital, qui est du jamais vu. En France, en France métropolitaine, on n'a pas encore cela. Donc c'est une tradipraticienne qui est reconnue dans sa pratique du soin et notamment sa pratique du massage, et donc qui participe aux soins quotidiens donc des malades à l'hôpital et notamment dans les services de soins de pneumologie et de soins palliatifs, et qui donne des résultats absolument surprenants et rassurants. Et dans cette pratique donc de praticien combinée à une pratique, on va dire, de médecine classique, j'aime pas ce terme-là, mais on va rester là-dessus, faute de mieux en attendant. Quelles sont les différentes thérapeutiques qui sont mises en place? Je pense notamment, entre autres, à la manière de construire un diagnostic quand on a d'un côté ces approches relationnelles et puis les approches plus médicales, entre guillemets. Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut mettre en avant en particulier, en tout cas pour la Polynésie française, du tradipraticien à l'hôpital, qui est donc pratiqué par une personne en particulier, qui est Jenny, c'est que la différence essentielle qui est reconnue par les patients, et en particulier les patients polynésiens, c'est que Jenny pratique vraiment la médecine du contact. Et on s'aperçoit souvent que ce qui est, entre guillemets, reproché, en tout cas le regret qu'on peut avoir dans la médecine moderne, la biomédecine, c'est que c'est une médecine qui maintient le clinicien souvent à distance. Le geste est souvent remplacé. Alors je
je tire des traits assez grossiers, mais le geste la main est souvent remplacée par la machine, hein, par l'appareil, par la technique. Et ce que nous disent essentiellement en priorité les patients quand ils ont affaire aux deux médecines, qui sont tout à fait qui sont tout à fait intégrées l'une l'autre, c'est que la médecine traditionnelle va davantage insister sur le contact. Et c'est ce contact qui crée la relation et qui est un contact essentiel dans l'acceptation de la thérapie. Très souvent, en Polynésie française, les patients vont le plus tardivement possible à l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est pour vous dire à quel point il y a eu une rupture, l'hôpital est appelé en polynésien le lieu de la maladie, voire même le lieu de la mort. C'est pour vous dire à quel point c'est considéré de manière assez anxiogène. Et donc, le fait de représenter l'hôpital de cette manière-là fait que les Polynésiens ne s'y rendent que si, en extrême limite, et souvent même pas du tout. Et donc rien que cette rupture, on va dire, de la question d'hospitalité, alors même que notre mot en français hôpital signifie effectivement le lieu de l'hospitalité, démontre à quel point il y a eu une difficulté à accepter cette médecine exogène, c'est-à-dire une médecine qui n'était pas la médecine locale de l'époque, et le fait de faire rentrer de nouveau cette médecine traditionnelle à l'hôpital crée une rassurance pour les malades qui arrivent à réajuster en fait leur culture à l'espace médical, chose qui n'avait pas lieu jusqu'à présent. Donc on voit beaucoup d'améliorations à ce niveau-là, et on espère pouvoir la valoriser de plus en plus. Vous dire aussi que ça fait ça fait des émules au sein des hôpitaux français, puisque de plus en plus il y a des liens qui se créent entre l'hôpital de Papeete, puisque ce qui se passe à l'hôpital de Papeete, donc en Polynésie française, et des hôpitaux français qui ont envie d'expérimenter de la même manière, mais pas du tout en y intégrant des médecines traditionnelles qui ne sont pas du terroir, hein, si je puis dire, mais au contraire de mobiliser des médecines traditionnelles populaires françaises, parce que celles-ci aussi on les a oubliées, au sein de l'hôpital. Donc faire quelque chose qui soit tout à fait adapté à notre propre culture et qu'on a mis de côté. Et quelles sont ces médecines de terroir métropolitaines? Alors il y a eu de nombreux travaux en anthropologie dont on parle assez peu, mais celui qui me vient principalement en tête, c'est celui de Françoise Lux sur les traditions et soins d'aujourd'hui. Donc rien que le titre montre à quel point elle considère que la tradition est ancrée dans la modernité, si on peut dire. Et donc j'allais dire, ça rejoint la médecine traditionnelle de Polynésie, dans le sens où effectivement on travaille sur la question du corps dans son ensemble, et en particulier le corps malade inséré dans son environnement. Et on ne considère pas que l'on peut traiter les organes simplement sans traiter le malade dans toute sa spécificité, c'est-à-dire son histoire singulière, l'environnement, l'espace dans lequel il évolue, son environnement familial, social. Donc c'est véritablement réintégrer non pas la maladie, j'irais même jusqu'à dire ce n'est pas tenter de soigner, ou en tout cas de soustraire la maladie, mais c'est au contraire soigner le malade. Donc on s'intéresse vraiment à la personne, et c'est en cela qu'on peut considérer aussi que c'est vraiment une médecine personnalisée. Justement, sur cette relation entre le malade et son environnement, je souhaitais vous interroger là-dessus, parce que comme je le disais, vous êtes anthropologue, vous êtes spécialiste plus spécifiquement du lien homme-milieu.
Et je voulais donc vous demander cette dimension de lien avec des autres êtres, vivants ou non vivants, dans cette dimension de la santé. Comment est-ce qu'elle s'illustre dans ces médecines traditionnelles ? C'est une question très, très, très riche que vous me posez là, et je vais essayer d'être concise, parce que là, vous m'emmenez dans un terrain effectivement dans lequel j'aime naviguer. J'ai démarré mon travail d'anthropologue en océan Indien, et en particulier à Madagascar, mais aussi dans une autre outre-mer française qui était Mayotte, où il y a des migrations très très fortes entre Madagascar et Mayotte. Et donc on retrouve à Mayotte une population Sakalav, donc une population malgache. Mais pour répondre à votre question, effectivement, je suis en plus rentrée par la question du soin et de la médecine traditionnelle en étudiant la relation que les populations malgaches, et plus particulièrement les populations Sakalav, entretenaient avec leur milieu. Et comment, dans le cadre de leur vie quotidienne, le vivant, aussi bien les plantes que les animaux, interféraient et permettait de maintenir en fait la société, les humains, dans un équilibre avec la nature. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point en fait la médecine traditionnelle de Madagascar considère qu'en fait, pour maintenir le corps en bonne santé, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est pas soigner au moment où on est tombé malade. Là, j'allais dire, c'est presque trop tard. Mais l'idée, c'est pour maintenir le corps en bonne santé, il faut le maintenir en équilibre avec la nature. Et donc, il faut éviter pour cela de créer une rupture avec son milieu naturel, et puis surtout de se mettre en porte-à-faux avec ce milieu naturel. Et à travers toute une mythologie des origines, on s'aperçoit à quel point les mythes expliquent comment les sociétés traditionnelles donc étaient en perpétuelle négociation avec le monde dans lequel elles interagissaient. C'est très très intéressant. Et donc vous avez des mythes qui sont exclusivement des mythes axés sur la santé, la maladie, la mort, et qui révèlent justement à la fois cette fragilité. Excusez-moi, je pense que nous avons eu un petit problème de connexion. Nous allons essayer de rejoindre Claire pour continuer sur cette question du mythe et de la filiation entre tradition et mythe, notamment dans les cultures malgaches. Voir en quoi cette continuité entre mythe, tradition, environnement peut concourir à une conception du maintien du corps en bonne santé. Nous allons essayer. Claire Arpès, est-ce que vous êtes de nouveau là ? Super. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Je parlais toute seule. Voilà, nous avons été coupés. Donc, si vous pouvez reprendre, vous nous parliez donc des liens mythes-tradition et donc de la mysticisation, si je peux dire, de la relation homme-nature. Oui, non, je sais plus exactement à quel moment j'ai été coupée, mais ce que je vous disais, c'est que ce qui est intéressant, c'est que dans la médecine traditionnelle, et notamment la médecine traditionnelle à Madagascar, pour maintenir en fait le corps en bonne santé, donc éviter de tomber malade, puisque l'idée ce n'est pas de se soigner une fois qu'on est malade, mais c'est véritablement maintenir le corps dans un équilibre. Et bien ce corps devait être maintenu également en équilibre avec la nature. C'était la clé de la garantie d'une société en bonne santé. Et la mythologie en fait part à travers donc des thématiques centrales que sont la santé, la maladie, la mort. Et donc on arrive comme ça à travers une mythologie foisonnante à remonter, à
à recomposer en fait une société autour de certaines maladies, autour des liens qu'elle pouvait avoir avec certains animaux. Alors, on parle d'une mythologie ancienne, mais on pourrait presque évoquer la mythologie moderne qu'on est en train de traverser avec la Covid, où là, on a affaire à une zoonose sans frontières, et on pourrait presque imaginer que on est dans la création d'un mythe moderne qui est un mythe planétaire. Voilà pour montrer à quel point la question du mythe et également de ces médecines dites relationnelles entre en lien avec tout leur environnement et à quel point il est nécessaire pour maintenir un corps en santé de le maintenir en équilibre, en harmonie, en négociation avec son milieu, avec son propre milieu. De ce que vous venez de nous raconter là spécifiquement sur cette question du mythe, mais même auparavant sur le recours aux soins en Polynésie française, il semble se dégager que les médecines traditionnelles ne répondent pas aux mêmes besoins de soins qu'une médecine biomédicale. Moi, ça me fait écho à une expérience personnelle de travail sur le recours aux médicaments dans certaines populations du sud du Laos, où le médicament traditionnel est utilisé pour soigner la maladie, quand le médicament occidental va être utilisé pour soigner le symptôme. Est-ce que cette opposition entre les raisons d'utiliser tel ou tel type de médecine, c'est quelque chose que l'on retrouve plus largement? Oui, je pense que c'est effectivement, je ne sais pas si on peut dire que c'est universel, mais probablement. Et vous avez raison. Alors, je dirais pas, c'est intéressant le mot opposition, parce que justement, je pense qu'on a fait des choix culturels qui nous ont placés dans une opposition radicale entre les médecines traditionnelles populaires, y compris notre médecine ancienne populaire française, et la médecine occidentale d'aujourd'hui, alors qu'on pourrait très bien imaginer que plutôt que de parler d'opposition, on pourrait parler de composition, que je trouverais assez musical et harmonieux. Mais vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que la composition serait vraiment intéressante, c'est-à-dire que les médecines traditionnelles font plutôt appel à ce qu'on pourrait appeler la prévention, alors que dans notre médecine moderne occidentale, on est vraiment dans le curatif. Et le travail notamment de Françoise Lux le montre très très bien, c'est-à-dire que dans la médecine populaire française, l'idée c'était d'apporter donc une médecine qui maintiendrait le corps en bonne santé, donc une médecine prévoyante. Et on a d'ailleurs un adage populaire qui est très intéressant, que tout le monde connaît, hein, prévenir vaut mieux que guérir, c'est tout à fait significatif. Et je pense très très représentatif de la médecine populaire française de l'époque. Donc il fallait maintenir le corps dans la continuité des saisons, il fallait maintenir le corps par rapport aux influences climatiques, aux changements de température. Et donc il y avait toute une éducation thérapeutique, mais qui n'était pas réservée donc aux médecins. C'était réservé, comme on disait à l'époque, aux simples, c'est-à-dire que ça faisait partie de l'éducation familiale. Dès son plus jeune âge, l'enfant apprenait à composer avec les saisons, à faire en sorte que son corps soit adapté aux situations donc de son milieu. C'est très intéressant. Or aujourd'hui, on s'en réfère essentiellement aux médecins. Et d'ailleurs, quand on parle de médecine préventive, c'est qu'on va voir son médecin pour qu'il nous apporte des éléments pour nous prémunir contre le froid d'hiver. Mais on parle plus du tout de cette médecine, j'allais dire de grand-mère, hein, comme on pourrait dire, qui nous mettait, qui nous permettait en tout cas de garder un œil sur notre bonne santé tout au long des intempéries d'hiver et plus largement donc des saisons au cours de l'année.
Donc oui, vraiment prévention et curatif sont en opposition. Ce qui est fort dommage, c'est que au contraire, elles pourraient être totalement intégrées. Et on pourrait prendre l'exemple, même si je connais très peu cette culture, mais on pourrait prendre l'exemple de la Chine, qui, pour l'avoir expérimenté une ou deux fois quand j'ai eu l'occasion de partir là-bas, avant la pandémie, du reste, c'est que vous avez des hôpitaux qui sont soit des hôpitaux de médecine traditionnelle, soit des hôpitaux de biomédecine. C'est assez incroyable, c'est-à-dire que quand vous faites vos études de médecine, à un moment donné, dans votre cursus, on vous demande de choisir entre de vous spécialiser en médecine traditionnelle, tellement cette médecine fait partie de leur culture et continue à soigner et à participer en fait du soin quotidien donc des populations. Soit vous choisissez de faire un cursus biomédical. Et donc vous avez des hôpitaux comme ça où vous avez des spécialités de thérapie traditionnelle et puis d'autre part des spécialités donc de biomédecine, donc de médecine de pointe comme on pourrait dire. Donc voilà un choix culturel dans une autre culture qui est totalement différente de la nôtre. Et d'ailleurs dans son souhait de mettre en place une classification mondiale de la médecine traditionnelle, l'OMS insiste bien sur le fait qu'elle va s'en référer en priorité à ces médecines de culture asiatique qui sont à ce niveau-là beaucoup plus avancées que nous en termes de nomenclature et qui ont gardé d'ailleurs une histoire très 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 longue et sans rupture, ou en tout cas pas avec une rupture aussi nette que chez nous. Et justement, en parlant de rupture, pour nos 3-4 dernières minutes d'émission, je voulais vous demander si vous considérez que la rupture qu'est l'Anthropocène peut être une opportunité soit pour la médecine traditionnelle, soit justement pour ce que vous appeliez de vos souhaits, c'est-à-dire la mise en pratique de médecine plurielle. Oui, alors je suis d'un tempérament très optimiste et effectivement, on parle souvent d'Anthropocène comme étant, j'allais dire, l'entrée dans une ère qui nous malmène, dans une ère qui crée des déséquilibres entre la nature, le vivant et l'espèce humaine. Et je trouve que c'est peut-être intéressant d'approcher également ce terme sous un angle positif, rassurant, dans une perspective d'innovation qui serait porteur de composition, comme je vous le dis, et on le voit bien à toutes les échelles dans tous les pays, qu'il y a effectivement une volonté de recomposer avec ce que l'on a pendant longtemps mis de côté, et en particulier donc la médecine traditionnelle, de recomposer avec notre histoire et avec des effets thérapeutiques qui ont beaucoup de qualité. Et je pense que cette recomposition d'une médecine plurielle au sein de nos structures hospitalières sont une véritable innovation anthropocénique. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas elles sont porteurs d'espoir, et je crois que toutes nos médecines, ce que Claudine Brelet appelait les médecines du monde, auraient beaucoup à y gagner pour être au plus près et au plus près des besoins des patients et de l'attention portée aux patients. Donc voilà pour une note positive. Parfait, donc on va se laisser sur cette note d'espoir. Claire Harpey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette. Nous allons donc rendre l'antenne, à suivre sur Radio Anthropocène Réciteville. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour parler des espaces de bien-être. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé.
Anthropocène.